Bienvenue à Radio Taboulé, le podcast de Markaz, pour découvrir les actrices et acteurs de la vie culturelle et de l'actualité du monde arabe. Nous parlerons d'art, musique, film, littérature, cinéma, culture et liberté d'expression. Pour ce premier podcast, je vous emmène dans les coulisses du festival arabesque à la Halle Tropisme pour 2 soirées de la scène actuelle et alternative. Nous y rencontrerons Imed, Khalil, Petra et Hani, 4 parcours d'artistes éclectiques. Leurs points communs puisés dans la musique arabe traditionnelle, leur inspiration qu'ils revisitent avec des sons électroniques. Nous commencerons par l'interview de Imed Alibi, suivi de Khalil Epi, les musiciens et cofondateurs du groupe Frigia, produit par le label Shuka, puis celui du duo enchanteur Rust, venu tout droit de Beyrouth. Merci Imed pour ton interview. Merci et bienvenue à toi, Sarah. Alors aujourd'hui, on est à la Halle Tropisme dans le cadre du festival arabesque. Donc tu es Imed Alibi. Ce soir, avec Frigia, vous allez nous donner un joli concert. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concept rapidement, de ce qui nous attend pour ce soir? Merci beaucoup d'avoir décrit le projet comme joli. C'est une rencontre entre Khalil et moi, Michel Mar d'abord et Candy Guérac. C'était dans le cadre d'une résidence artistique avec la structure qui s'appelle Le Silo, qui est une coopérative dédiée aux musiques du monde en Occitanie, avec qui j'ai été artiste associé pendant 5 ans, donc quand j'ai proposé ce projet. Et petit à petit, on a découvert avec Khalil que le mélange électronique et percussion était quelque chose d'original, surtout qu'on a voulu vraiment travailler sur les rythmes de la Tunisie en particulier, puisque beaucoup d'artistes ont travaillé sur les rythmes du Moyen-Orient et c'est devenu assez connu sur la scène européenne. Donc quand on parle de mélange électro, c'est souvent Liban, Égypte, tout ça. Donc on a voulu vraiment faire un focus, surtout qu'il y a une grande richesse rythmique en Tunisie en particulier, et puis au Maroc, en Afrique. Donc Frigia, qui veut dire Afrique en dialecte sud-tunisien, est à l'origine de ce projet pour justement mettre la lumière sur les percussions de ce pays, qui était aussi à l'origine de son nom que l'Afrique, et qui est aussi un clin d'œil sur les rythmes africains, sur les origines africaines de la Tunisie, qui est souvent un peu niée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme instrument tunisien? Donc, il y a la darbouka, qui ressemble un peu à, comment on pourrait dire, un genre de djembé. Alors, il y a la darbouka, il y a le djembé, il y a le bendir, il y a le tambas. En fait, c'est un mélange de ce qu'on appelle une percussion hybride entre batterie et percussion. J'ai commencé à travailler avec Amel Matlouti sur ce mélange, sur son projet, ensuite avec Natacha Atlas, et puis Rachid Taha, puis avec plein d'autres projets comme ça, on essaie de mélanger un peu les deux sans bien sûr casser l'originalité des uns ou des autres, c'est-à-dire la batterie ou les percussions. On va entendre aussi des samples parce qu'on a enregistré en Tunisie pendant le confinement, le deuxième, on a profité. J'étais sur place pour travailler avec d'autres percussionnistes et enregistrer des samples. Ce qu'on appelle les samples, c'est les sons qui vont sortir par l'ordinateur ce soir, mais c'est des vrais sons, c'est du vrai travail sur les percussions. Et les sons aussi de ce qu'on appelle Mizwood, qui est la cornemuse, qui sont aussi enregistrés live en Tunisie. Donc voilà, c'est pas du DJing, c'est de la production vraiment électronique avec la percussion.
Et donc, ces moments de musique populaire traditionnelle tunisienne, ce sont des musiciens de famille. C'était autour de célébrations qu'on jouait. Comment tu as pu un peu archiver, aller découvrir ces musiciens? Parce que c'était pas forcément professionnel, c'était des gens qui se retrouvaient, qui aimaient la musique. Autour de mariage, ou est-ce que ça peut être des processions? Il y avait quelque chose de peut-être de plus spirituel aussi. Alors, j'imagine qu'avec Amar 808, Sofiane, et le Stamboul, il a travaillé sur ce côté-là, sur ce volet-là. Moi, j'ai travaillé plus avec des gens qui sont ils ont eu déjà le processus académique de la percussion, c'est-à-dire ils sont sortis de conservatoire et tout ça, mais qui ont fait de la recherche sur les musiques populaires et tout ça, qui est, comme tu disais, d'abord écoutée et très 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 présente dans les rues, dans les mariages, dans les anniversaires, etc. C'est par ailleurs de là qu'on est parti donc vers le parcours un peu de recherche, tout ça, c'est-à-dire que comme au Brésil, comme en Inde, la Méditerranée, la Tunisie, l'Afrique, il y a cette tradition orale et cette tradition aussi populaire qui est dans la vie quotidienne des gens. Mais après l'enregistrement en 2021, il était avec Lotfi Soa, qui est déjà un enseignant de percussion, mais qui maîtrise très très bien la tradition. D'accord. Là, j'essaie vraiment de revenir un peu à ton univers. Si toi, dans ton enfance, t'as des souvenirs, si c'est quelque chose qui t'a bercé quelque part, ce rythme. Tout à fait. Moi, j'ai commencé à entendre, à écouter ces sons-là pendant l'enfance et puis l'adolescence. Et ensuite, moi, je faisais du théâtre et je voulais vraiment faire ça parce que j'ai un talent d'imitateur. Et puis finalement, les sons de percussion m'ont vraiment, voilà, j'ai dit je vais faire ça. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Apparemment c'est comme ça. Donc j'ai travaillé dans le sud, il n'y avait pas de conservatoire, ni d'enseignants, ni de profs, donc je travaillais de manière un peu autodidacte, disons, et puis à Tunis, j'ai travaillé aussi avec d'autres percussionnistes, et ensuite à Montpellier, et puis en France, et puis les rencontres, et puis etc., etc. Donc Plégia, ça a pris naissance pendant le confinement ou Non, un petit peu avant, mais il y a eu un arrêt pendant le confinement. C'est là on a profité pour faire l'album. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux du coup nous parler un peu de Chouka? Alors Chouka, c'est le label qui a sorti ou qui a produit le projet au niveau publishing. Donc le silo a produit au niveau résidence, juste pour te situer. Et c'est un label qui, à la base, donc c'est un collectif de musiciens, de personnes conscientes de la présence de musiciens nouveaux, tunisiens, en dehors et au-delà des clichés, parce que il y a une nouvelle vague d'artistes jeunes, mais qui utilisent aussi le digital, qui utilisent la nouvelle technologie, mais qui ne sont pas considérés comme folkloriques, ni comme musiciens du Maghreb avec les résonances et le son dont on parlait dans les années 80-90. Et je pense que c'est important, ce genre de collectif maintenant en Europe, parce que ça nous aide aussi à sortir des clichés assez pénibles à entendre des fois, que voilà, la musique de l'Afrique du Nord, c'est traditionnel, c'est folklorique, mais ça peut aussi être ça. Il y a du clubbing aussi à Berlin, à Beyrouth, à Casablanca, à Tunis. Il y a de plus en plus de musique électronique, tout en préservant le patrimoine qui est pour moi très important. Et il y a des maîtres et des grands musiciens qui travaillent sur ce genre de choses. Mais la nouvelle génération, elle a aussi le droit de véhiculer cette musique-là à travers le digital, à travers la technologie. Et comme Chouka, il y a d'autres collectifs aussi aux Pays-Bas, à Stockholm, à Londres. Shobak, il y a Groningen, Minaisia, il y a Chakomako à Gothenburg, et c'est vraiment un peu le même style de personnes, disons. Et c'était pas une rupture, mais je pense que c'est des gens à la fois très intelligents et très imprégnés dans la musique traditionnelle, mais qui ont une autre approche
Et moi, j'encourage les deux. J'encourage ceux qui préservent le patrimoine parce que je trouve que c'est important qu'il y a des maîtres de musique traditionnelle, mais aussi il faut pas dénigrer le rôle des musiciens qui font de la musique électronique, tout ça, parce que c'est aussi grâce à eux que le Stamble est écouté à New York, dans le Joe Pub, ou à Babylone, à Istanbul, ou au Cabaret Sauvage, ou tout ça, parce que qu'on veuille ou non, on peut pas transporter tout le temps des musiciens traditionnels partout dans le monde. Donc, à travers aussi une écoute qui dit quelque chose au public occidental, en disant ailleurs, d'ailleurs, c'est pas qu'en Europe, mais je pense que c'est comment on dit c'est kind of bridging. C'est exactement, créer des ponts, mais sortir de certaines cases et de lieux où on peut être absolument des cas attendre à telle salle, d'avoir tel style de musique. Exactement. Voilà. Et du coup, donc on a un disque qui est sorti en décembre 2021. Est-ce qu'il y a eu des bonnes ventes, on peut dire, par rapport à cet album? Je pense qu'il y a plus de bonnes ventes depuis plusieurs années maintenant. Je pense que la sortie des albums, elle est plutôt dédiée à... C'est comme une sorte de carte de visite pour avoir des concerts, pour dire qu'on est là. Au niveau écoute, c'est très compliqué, vraiment. Donc c'est plus sur les plateformes que sur les plateformes et tout ça, et sur les concerts et les CD. Franchement, on n'a pas fait des CD, on a fait des vinyles. Le vinyle, ça revient, et on a eu quelques ventes. Mais voilà, je pense pas qu'on a gagné des milliers d'euros ni beaucoup de centaines. Oui, non, je me demande l'industrie vinyle. Non, l'industrie, le succès, on peut dire qu'après combien 5000 ventes, c'est un succès. Enfin, je pense que 5000 ventes, c'est un succès, mais le vinyle est revenu, mais il y a une sorte de boboisation du vinyle qui devient aussi un objet de décoration. Donc les gens qui ont les moyens. Et puis aussi, c'est les gens qui produisent les vinyles, ils donnent la priorité à ceux qui vont vendre plus. Donc on est toujours un peu en retard par rapport à la fabrication, tout ça. Je trouve que c'est un joli objet. On a voulu le faire et c'était pas mal. Maintenant, vendre beaucoup, c'est pas l'intérêt. Tout le monde le sait. À l'époque, on avait peur. Maintenant, on est dans la réalité. Mais l'écoute, elle est déjà sur toutes les plateformes. Et l'écoute, il faut vraiment que ce soit des millions d'écoutes qu'on dit que c'est rentable au niveau. Voilà. Moi, ce que me semble assez juste, c'est que pendant les concerts, il y a souvent du monde, c'était tout le temps. Je sais pas, à Montpellier ce soir. C'est une expérience humaine. Ouais, voilà. Et il y a vraiment des bons publics. Les gens sont enchantés. On a eu des très, très jeunes à Bordeaux, entre 18 et 24 ans, qui connaissent pas les sons tunisiens, mélanger les trucs, mais ils ont adoré sans savoir d'où ça vient. Et je pense que c'est de ça je parlais tout à l'heure, c'est ça le plus important. Ouvrir un peu la curiosité sonore. Et donc pour les pays du sud de la Méditerranée, est-ce que aussi vous avez pu avoir des dates? Alors il y a eu Tunis, mais aller au Maroc ou vendre là-bas aussi. Il y a plus tu sais s'il y a des festivals auxquels ce genre de musique un peu contemporaine, fusion, a aussi sa place. Oui, on a fait le festival Visa for Music à Rabat. On a fait aussi un festival de musique électronique dans la région du Kef, les montagnes acoustiques. Qui fait le Kef? Non, c'était les montagnes acoustiques, ça. C'était une seule édition parce qu'après ils ont pas pu le comme d'habitude. Et j'oublie, on a joué à Tenerife, enfin oui, il y a eu aussi de la demande au Canada. Après, voilà, nous on est en auto-production, auto-booking, on travaille ensemble comme une coopérative et
ça nous va bien comme ça. Et donc, dans notre dernier échange avec Markaz Review, tu parlais d'un projet sur Marseille avec la Cité de la musique, où ça devait être un musicien afghan et iranien. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, le projet n'a pas eu lieu à cause de moyens de la production. Ensuite, moi, j'ai rejoint l'atelier qui est l'atelier des artistes en exil, qui est une association qui s'occupe des artistes qui viennent de zones de conflit en général, de pays, tous les gens qui sont persécutés ou qui ont quitté leur pays à cause d'une cause, que ce soit une cause voilà, politique, sexuelle, appartenance religieuse, etc. Et je connaissais l'atelier, c'est d'où l'idée de faire ce projet-là musical d'abord, et ensuite j'ai rejoint en tant que responsable de musique, où je m'occupe d'une partie de la programmation du festival Vision d'Exil du 28 octobre au 12 novembre, qui se passe à Paris, à Marseille, parce qu'on a une antenne à Marseille, et puis je travaille sur le coaching des artistes qui arrivent, sur les masterclass, sur des ateliers, les mettre un peu en lien avec d'autres structures existantes en France, et puis inviter des professionnels pour parler des droits d'auteur, d'intermittence du spectacle, et des droits en général pour les artistes. Et aussi, il y a un volet de création artistique musicale. Donc là, je travaille aussi avec la Philharmonie, l'orchestre de chambre, l'hôtel de ville. Il y a pas mal de collaborations avec d'autres institutions. Donc moi, je viens d'arriver, donc on commence à évoluer là-dessus. Et c'est un travail qui me plaît beaucoup. Là. J'imagine. Parce qu'effectivement, dans notre dernier article, voilà, tu parlais déjà de ce problème pour les artistes de visa, de pouvoir se déplacer facilement quand on vient de la rive sud. Voilà, il peut y avoir ces conflits. Donc, je pense que ça suit un peu ton engagement, tes idées. On est tous un peu exilés, même si on est français, mais il y a toujours un moment où on sait qu'il y a de la discrimination, que ce soit dans les styles de musique, que ce soit dans la mobilité, on a des musiciens, on a des amis qui viennent de plusieurs pays, des fois ça fait mal au cœur de ne pas avoir ces musiciens sur les territoires français, par exemple, pendant un festival, à cause de la bureaucratie ou des visas, des restrictions, et puis des embargos, etc., etc. Donc, ça fait partie de notre vie quotidienne, je pense. Et après, engagé ou pas, je pense que ça dépend le degré de conscience de chacun. Mais je pense que pour moi, c'était important à chaque fois d'accompagner un peu les artistes dans ces démarches-là. C'est-à-dire que nous, on estime qu'on a beaucoup de chance et on essaie de donner un peu de cette chance aux autres. Merci. Merci à toi. Ce moment. Bonjour Khalil Edbi. Oui, bonjour. Sarah. Oui, Sarah de Markaz Review. On est très ravis de t'avoir quelques minutes avec nous avant ce concert de ce soir pour Flegia avec Imed. Tu peux nous dire quelques mots de ce qui nous attend ce soir? Flegia, c'est un duo qui a commencé il y a 2 ans, d'un projet en commun avec Imed. Et ça a été à la base, on a commencé ce projet en quatuor avec Michel Mar, et c'était un projet plus jazz, et par la suite on avait envie d'aller plus loin dans ce qu'on faisait en commun, qui était la musique électronique et l'aspect percussif. On avait aussi envie de travailler sur vraiment les musiques, les rythmiques tunisiennes et nord-africaines. Moi, c'est la plupart de mes travaux, dans tous les projets que je mène, c'est souvent cet exercice de réinterprétation du patrimoine traditionnel et populaire dans une
touche un peu contemporaine et électronique. Donc voilà, ça a été une belle aventure. On a enregistré pas mal de choses sur place. Et aujourd'hui, du coup, on fait ce live. Est-ce qu'on a joué déjà à Montpellier? Je crois qu'on a déjà joué à Montpellier. Mais écoute, faut toujours une deuxième fois, apparemment. Toi, tu connais quand même parce que tu as aussi un autre projet avec Aïta Mon Amour. Oui. Si tu peux nous dire de... Donc, écoute, c'est toujours dans la même continuité. Comme je disais, c'est la plupart de mes travaux qui est de travailler sur ces patrimoines-là. Et Wided avait envie, elle m'a contacté. Enfin, on travaillait ensemble déjà sur Nordistan. Et en 2020, elle m'a contacté parce qu'elle avait envie de travailler sur un répertoire extrêmement intéressant qui s'appelle la Raïta, qui est vraiment une musique marocaine très peu connue en Europe. Et donc voilà, on est parti pendant des mois au Maroc en résidence pour s'imprégner de cette musique-là. Et là, on en a fait un album qui n'est pas encore sorti, mais qu'on tourne déjà depuis maintenant 6 mois. Donc 2 dates pour le festival Arabesque. Écoute, il faut pas leur dire. On fait des faux noms pour faire passer ça par la compta. Et donc tout ça avec Chouka. Avec Chouka, qui est le label qu'on gère avec mon collaborateur Amine Métani à Lyon. Et pareil, en fait, je me répète, mais c'est parce que c'est un peu l'essentiel de mon travail, mais on défend de tous ces artistes-là, comme Amar 808, Dina Abdelouhed, Nouri, plein de gens de ce... C'est pas que des mecs. Il y a quelques... Ah non, pas du tout. C'est pas que des mecs. Moi, je travaille qu'avec des femmes d'habitude. Ahmed, c'est l'exception. Mais non, d'ailleurs, je tourne aussi avec Dina Abdelouhed. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une artiste tunisienne extrêmement intéressante qui est signée chez Infini aussi et qui sort son album demain, qui s'appelle Jbarsas, qu'il faut aller écouter et qu'on tourne. D'ailleurs, pareil, on a fait le Sonar, le Mutex cette année, et on continue cette année. Je fais la première parisienne à la Gaîté Lyrique en février. Voilà, c'est toujours, tous ces gens-là sont liés avec cette envie réelle vraiment de proposer des choses qui s'éloignent un peu de ce qu'on peut percevoir comme folklorique, et de dire qu'on a une musique qui peut être aussi contemporaine et pas juste se poudrer un peu des choses pour faire joli. Je suis un peu dur, mais bon. De pas rentrer forcément dans des cases et exactement. De ramener les musiques traditionnelles dans des clubs et puis un peu l'électro ailleurs, en dehors des clubs. Exactement, et c'est ça qui est intéressant, un projet comme Aïta Mon Amour. Ce qui nous rend le plus heureux, là, samedi dernier, on jouait pour le live anniversaire du label à Lyon, dans un club qui s'appelle le Hit et le Sucre, qui sont des clubs... je crois que c'est le club de Laurent Garnier, donc c'est des clubs multi-connus en France, etc. Jouer ces projets-là dans ces lieux-là, et juste avant un peu que Arrête à mon amour commence, on a vu des vieilles tatas voilées qui rentraient dans un club, boire du soft, et voir ça, tu te dis, parce qu'il y a peu de projets Arrête en Europe, et donc c'est ce qui nous réconforte au final le plus, c'est de se dire qu'on ramène ces gens-là surtout dans des lieux où ils n'ont pas l'habitude d'être. Et puis mélanger les publics, du coup. Exactement, mélanger les publics, etc. Exactement. Oui. Donc, voilà. Et est-ce que tu peux nous dire la signification de Chouka? Chouka, ça veut dire épine, mais les gens pensent que c'est un côté, mais en vrai, cactus. Non, mais en vrai, le fondateur qui est Emine Enessim à l'époque, parce que ça a 10 ans maintenant. Moi, je suis arrivé par la suite. À l'époque, c'était pour chaque chouka, en vrai. Je me suis posé la question, oui, j'étais pas sûre. Donc, c'était chaque chouka à la base. Mais du coup, voilà. Okay. Mais ça reste une belle shakshuka parce qu'il y a un peu de tout. On est vraiment du Maroc à l'Iran. Basé à différents endroits, tous ces artistes. Exactement. On défend. Là, pendant longtemps, c'était un peu notre direction qui était plus le monde Nord-Afrique, mais pas le monde arabe. Et après, un peu plus le monde arabe et même l'Iran, etc. Maintenant, on a signé par exemple un artiste ukrainien. On a signé. En fait, notre idée, on le dit mais avec un demi-sourire, on défend les musiques du tiers-monde, quoi, contemporaines, qui manque de visibilité. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'accepter les différences, quoi, mais réellement pas dans un sens un peu. Viens, on va mettre un peu
d'Arabes et d'Africains pour nous enjailler. Et également aussi, comment ça se passe pour aller toucher les publics du monde arabe ensuite par votre musique? Est-ce que ça l'exercice c'est doublement dur, hein, parce que du coup, tu poses la bonne question, parce que c'est vrai que on essaye d'apporter quelque chose auquel on s'attend pas en Europe, parce qu'on s'habitue à la fusion des années 90 de une darbouka sur un groupe de rock. Et en parallèle, on est pareil en Tunisie ou ailleurs. Il y a une attente d'ailleurs aussi, c'est-à-dire que les jeunes ils veulent écouter de la techno et du rap américain, etc. Donc ils sont pas forcément intéressés. Et donc l'exercice il est dur. Et c'est ça un peu en plus. Ce qu'on essaye d'apporter à travers nos projets, c'est de dire que ça peut être cool aussi d'écouter du mezwoud ou d'écouter de la raïta ou d'écouter toutes ces musiques là et que ça soit aussi les vieilles traditions même. Donc voilà, oui. Quand on a grandi au Maghreb, ce plaisir aussi de réinventer les classiques. Exactement. Donc voilà, je pense que c'est un. Donc oui, des fois on a plus de mal à jouer dans nos pays. Après c'est aussi une question de structuration, parce qu'ici il y a une vraie industrie de la musique, une vraie industrie du spectacle. Donc et parce que c'est une réalité, il faut faire vivre ces musiciens, il faut qu'ils jouent, etc. Donc la plupart quittent malheureusement leur pays, mais on se bat à ce que on continue de faire des choses dans nos pays et des choses de qualité et de proposer ce qu'on offre ici là-bas, et de voir aussi les réactions sont complètement différentes. Nous, avec We Dead, par exemple, elle stresse beaucoup plus d'aller jouer Arrête mon amour au Maroc parce que peut-être plus critique et tu lui touches quelque chose qui lui est sacré, tu vois, et c'est aussi ça. Je pense que le problème de la musique arabe, c'est qu'elle a souvent été gardée comme quelque chose qui doit pas être touché. C'est très rare en tout cas à mon goût, des projets qui sont allés vraiment déconstruire complètement le genre, etc. Et je pense que on est arrivé à une époque tout se touche, tout se transforme. C'est-à-dire que c'est une réalité, même quand on parle d'une musique ancestrale, il faut être certain, c'est juste qu'avant il n'y avait pas l'enregistrement, etc., qu'elle se joue complètement différemment il y a 1000 ans. Et tout se lie, et en fait, et tu le comprends aussi quand tu fais de l'ethnomusicologie, hein, que les choses sont liées, c'est-à-dire que les rythmiques que tu peux retrouver au sud de la Tunisie qui sont liées à des musiques subsahariennes, qui peuvent être liées à quelque chose que tu peux retrouver au Maroc, mais comme aussi au sud de la France, la musique occitane ressemble beaucoup à des choses qu'on peut écouter. Donc tout ça fait que tu comprends qu'en fait on est des gens qui interagissent depuis tout le temps, même si maintenant il y a un peu plus avec Internet, mais l'échange a toujours été là, et donc c'est pas quelque chose de nouveau au final de faire ça. C'est pas on n'a pas réinventé le monde, on a juste pris les outils qu'on a aujourd'hui qui sont des machines et pour en faire de la musique. Voilà. Du coup, je rebondis. Tu disais que c'est pas évident des fois d'aller repartir au Maghreb, refaire des projets là-bas et tout. Tu as une très belle date qui arrive prochainement dans le cadre du festival Dream City. Aïchocha. Voilà, Aïchocha. Je vois que tu es au courant. Tu peux nous en dire deux mots? Donc Aïchocha, c'est mon projet solo qui démarre la semaine prochaine d'ailleurs au Subsistance à Lyon, le 15 septembre. C'est un film que j'ai réalisé pendant 2 ans sur les musiques traditionnelles en Tunisie, mais que j'accompagne avec de la musique électroacoustique sur scène. Donc c'est un film-concert, c'est pas un ciné-concert parce que c'est une notion précise. Un film-concert, c'est vraiment une interaction entre moi et ce que j'ai filmé. Donc j'utilise la matière sonore du film dans la composition de la musique. En machine, et il y a de la projection sur 3 écrans de cinéma derrière, donc c'est assez immersif. C'est un projet qui a été pas mal inspiré par un artiste français qui s'appelle Christopher Chassol, qui pareil voyage, filme. En fait, l'envie est que comme dans notre process, c'est d'aller faire du field recording, c'est-à-dire d'aller enregistrer sur le terrain. Moi, il y a eu toujours cette frustration de ne pas montrer au public ce que moi j'ai vécu pendant l'enregistrement, parce que même si j'arrive avec un album ou un live où on entend une voix d'une femme qui est certes très belle, mais en fait, il ne voit pas ce visage, il ne voit pas l'environnement où j'étais quand j'ai enregistré, et donc c'était pour encore plus faire entrer les gens dans cette immersion que je me suis dit, le prochain projet que je vais faire,
pendant que j'enregistre, je vais filmer aussi et je vais en faire quelque chose vidéo et son pour que les gens, quand ils écoutent quelque chose où il y a une voix, ils voient aussi cette femme ou ce musicien ou l'environnement dans lequel on était. C'est du bonheur, tu vas ouvrir nos oreilles, nos yeux. Bah, j'espère. On a hâte. Donc c'est Aïchoucha le 15 septembre aux Subsistances, le 6 octobre en Tunisie, Dream City, et la première officielle le 7 décembre à l'Institut du Mandara. Voilà. Plein de belles choses qui s'annoncent pour toi. Merci. On te souhaite une bonne continuation. Merci. Allez. بحالي بحالي أروح مطرح ما أروح سيبوني يا ناس بحالي بحالي أروح مطرح ما أروح ده غزالي وفق عزالي وخلاني. Welcome to our interview of the Markaz Review. We are here today in the Arabesque Festival and we are so glad to have a little bit of your time. So Rust Duo, right? Yeah, right. Well, Yeah. and how do you pronounce in Arabic? Rust. Rust. Do you? Rust. Yeah. Yes. Okay, Rust. maybe let's start with that. What's the meaning behind that name? It's a double meaning actually. It's rust, which is whenever the oxidation, Yeah. and it's rust, the maqam, the Arabic music scale, if you want to say, or mode. Uh-huh. So there are notes in Arabic that we follow just like Western music, like there are major and minor and all that. So in Arabic there are different. So Rast is the main one, is the main scale. So we picked that because we want to preserve our heritage and our roots and our musical backgrounds and traditions. So we want to remove the dust and rust out of that, and we want to keep singing in the traditional Arabic way, and to create our own sound that is the electro tarab that we're trying to do. And yeah, that's the name. It resonates well with what we do. All right. Yeah, I really enjoy discover your music, and it feels very like I knew it. I don't know. It was something I feel very close to, and I was wondering how did you met and how came out that beautiful duo. Yeah, so it started almost 3 years ago. I moved to Beirut. I'm a Damascus-born artist, but I lived in Beirut, in Prague for 15 years. Then I moved to Lebanon, and I had this idea of creating or collaborating actually in the beginning with the female Arabic vocalists. So to create this project, like when we can have this duality of the modern and the ancient at the same time. So through our friend, I met with Petra. She was also like interested about discovering this world of electronic music, which was very new to her. So we had a meeting, and it was very fast. We just like started our first rehearsal, and then here we are. So you're Prague, right? You were Yes. in Prague. And Petra, maybe that was already like. Yeah, Petra is very common name in Prague. Yeah, I know my true. sister is Petra as well. There's a lot in common already. And then, We're meant to do this. So many signs, we couldn't hide from them. I like blue-green. She's always a blue-green. so basically, for the people who are gonna listen, you have blue hair. He has the blue. Eyeglasses, sunglasses, yeah. Because I have no hair. If you are- For reference. Great. And from your experience in Prague, you get inside the electronic music. Yes, exactly. There? It was, Yes. Yeah, I was doing sound, and through sound I got into electronic music, and I was part of a collective of electronic musicians that we made like a kind of community center around synthesizers and around electronic music. So
Yeah, and then I brought this to Beirut. We created also in Beirut. I collaborated with other local artists in Lebanon to create also like we could call it Beirut Synthesizer Center. So it's all about education around synthesizers. So yeah, this is my passion, and my passion also is Arabic music. So I'm all in. I'm all rust. That's sweet. I'm curious about the lifestyle right now in Beirut. Oh. How is the daily life? Well, It's amazing. The best country in the world. Don't go there. When you want to go out, about cultural life, how things going? Well, in Lebanon, they say that Beirut never sleeps, because if there were wars or crisis or anything, the party scene is always there. The nightlife is always there. So it's our defense mechanism. It's our coping. That music has to just be there because people would like to party, and they would like to just forget what all Exactly. everything that's we happening. don't know what's going to happen tomorrow. Exactly. So let's enjoy today. Exactly, because we live in the land of uncertainty. I can certainly say this. This is the only certain thing we know. Yeah, It's that uncertain. it's super uncertain. So you wouldn't know what would happen in 5 minutes from now. So we reflect this in our music. We reflect this in the sounds, and the textures, and the approach of the work, and how we plan, because we can't plan ahead in Lebanon. So we try our best to just do and to cope with anything. Like you become resilient whenever you live in Lebanon. Like I was born and I've always lived in Lebanon, so resilience passes through our blood. Definitely. So you'll have to just keep on doing what you really have passion in, and just believe in yourself, because like no one would support you. So just do and let things happen as you go. I have a little question about different cultures. So people going out, and there is theater or like festivals still going on, Yeah. or book conference, or Yeah. It's changing. It's very dynamic, but there is the music scene or the culture scene in Lebanon. I think it's still quite interesting. Like with all this crisis happening for the last at least 4 years. 3-4 years, it's been really rough. 40 years. And it's still and it's not in the end. Yeah, it's still going bad. So, but the culture scene, it's still going. There's theater going. There's a lot of musical events, some very nice venues, clubs. That's also because in parallel with all this collapsing government and state, there's a lot of initiatives and NGOs, either are local or international, like French Institute or Goethe Institute or British Council. And there are some very nice local also. I mean, local or regional also. and So there is so much background, right? Yeah. Oh yeah. From the different neighbor country. Yeah. Beirut was always like Exactly. the The hub. city. Yeah. Yeah. Where things happen. Exactly. Yeah. New Yeah. tendence, right? Yeah. And people are, because a lot of artists also leaving Beirut or traveling a lot, so it's very dynamic. It's changing through time. But There still are surprisingly music enough, festivals. weirdly enough, we just discovered that in Beirut there are more venues to play music than in Cairo. And Beirut is 1 million people. Cairo it's, I don't know, 20 million. So it's still, there's something significant about the scene in Beirut, like I mean, in the whole region. Now it's booming in different cities, but considering the situation and the size of Beirut, it's still very interesting. And there is the biggest diaspora ever from Lebanon around Exactly. the world. So Yeah. I guess it's really Oh, yeah. rich for and as well you're producing a lot of events in Europe, right? True. You're connecting as well through the continent. Have you thought about going to the North Africa or different Arabic countries? Yeah, well, we love playing in Europe.
It's our second year touring, and it has been amazing. Like the feedback that we're getting from people here just is super heartwarming. It's amazing because they really appreciate what we're doing. Like it motivates us a lot because like the Arabic sound is different than what they're used to here, but the electronic part is it's resonating well with what they're used to listen to. And this mix that we're creating, like our sound, the electro tarab is having so much positive feedback, which is, yeah, well, we tried singing in France in several festivals, and in Switzerland, and in Berlin, and Spain, Czech Republic. Like every city we go to, every country we go to has a different vibe, but the reaction of the people is the same. Like this says a lot. Yeah. This really says a lot. So we're super happy about this. We're going to be in Dubai in January, and it's going to be the first Arab country that we go to other than Lebanon. And before that, we're going to Saudi Arabia. We're going to XP Music Futures. It's the biggest convention in the Arab world. So it's going to happen in Riyadh in Saudi Arabia in December. So yeah, we're going to be performing there. So we're trying to open up to the Arab world more now. It's weird, and we don't know why actually. That it makes sense that we go from Lebanon regionally and then to Europe. Yeah. But for some reason, because the region is also suffering, and the music scene and sometimes it's financially challenging for them to bring artists from other countries. Yeah. So it didn't happen. But I think from our side, we would love to go to all the Arabic countries. It makes sense for what we do also. But I think it's like step by step story. Maybe next year we have a new talk, and I'm really curious about how the Arabic people feels your music. Yeah, you know? It's interesting, and I guess it's different public. So exactly, and different references as well. So. True. The Arabic world is diverse as well. If you play in Dubai, it's different than playing in Tunisia or in Morocco or in Cairo or in So because I don't speak Arabic, but one of my friends told me like your Arabic is like generic way. It's not like the Lebanese dialect when you're singing. True. Okay, so the playlist that we're gonna play today, the song list, it's between formal Arabic and Egyptian Arabic. So it's a mix between cover songs that we revisited and our original songs. So it's both. We will. So it's never Lebanese yet. So it's the dialects are different a bit, but singing Egyptian is melodic already. So it gives you the melody. It's very well known. All Arabs know these songs because it's like the universal Arabic language. Yeah. A lot of music, most of the Arabic music. I mean, not most. It's stupid to say most, but a lot of Arabic music came from Egypt actually in the last at least 150 years. All the 60s, Even before, from the beginning of the last century. So it makes sense that people understand a lot of movies and a lot of it's well known. And people Egypt will exports get a lot of cultures. So but we will release a single that is an original that's written by a Jordanian person, and I'll sing it in Lebanese. So it's gonna be it's gonna be our first. And today we're gonna be singing an unreleased track, which was written by a poet named Muhammad Behairi. He's Egyptian. So we're going to play it today, and it's going to be released on the 22nd of September. So, we're looking forward for that because it's super cool, and we're happy with it. It's our first original to be written in our culture, because we used to pick like very ancient poetry, and we would just put the melody of it, compose it over the oud, and then we arrange it, and Hani does
the textures and beats and the whole arrangement of the song to become rusty enough. So yeah, we used to sing informal Arabic, and then we released the EP that was called Echoes last December, and it was all revisited songs from the Arabic culture. And now we decided that, okay, from now on, we're just gonna collaborate with poets, that they would compose and write poetry, so that we do our originals, to resonate more with what people now are living, Very nice, very nice. Yeah, poetry is something we really like as well. In Markaz, you know what we do. That's amazing. وكم أبعت له تراجي ولا يقبل رجايا كم أبعت له تراجي ولا يقبل رجايا أعمل. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Suivez-nous sur les réseaux sociaux de Markaz pour ne rien manquer de nos prochains podcasts. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles rencontres et découvertes sur Radio Taboulé. D'ici là, restez curieuses et curieux.